Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce qui était tant redouté a fini par arriver. L'accord sur les céréales ukrainiennes a expiré et la Russie a décidé de ne pas le prolonger. Une décision que condamne la communauté internationale qui accuse Vladimir Poutine d'utiliser l'arme alimentaire contre les sanctions. De son côté, Moscou dénonce une entrave au commerce des produits agricoles russes. Depuis la signature de cet accord le 22 juillet 2022, sous la médiation de la Turquie et de l'ONU, près de 33 millions de tonnes de produits agricoles ukrainiennes ont été exportés vers 45 pays. Le président russe laisse tout de même une ouverture et a déclaré examiner la possibilité de retourner à l'accord, mais il y a des conditions. La levée des sanctions sur les produits agricoles russes et la reconnexion de certaines institutions financières russes au système bancaire international SWIFT. Moscou réclame aussi la reprise du fonctionnement du gigantesque pipeline reliant la ville russe de Togliatti au port ukrainien d'Odessa, servant à l'exportation d'ammoniac, composant clé des engrais. La communauté internationale n'est pas prête pour l'heure à répondre favorablement à ces exigences et seul l'avenir nous dira ce qui adviendra de cet accord. En attendant, certaines questions se posent. Quel impact peut avoir la fin de cet accord sur les importations de blé au Maroc? Doit-on s'attendre à une hausse des prix ou à une raréfaction de l'offre? Et au niveau mondial, quelles conséquences sont attendues? Nous allons essayer de répondre à ces questions ce soir avec notre invité Abdelkader Alaoui. Vous êtes président de la Fédération nationale de la minoterie. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mahmlichi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Le plaisir est partagé. Alors, la sécheresse au Maroc, la production céréalière a ralenti pour cette saison, donc 2022-2023, où on s'attendait à atteindre 55 millions de quintaux contre les 103 qui étaient attendus exactement en 2020 et 2021. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Quelle est la situation pour cette année? Bon, écoutez, le Maroc vit 2 années de sécheresse consécutives. Donc déjà, la production 2022 était catastrophique. Donc c'est une production vraiment très médiocre qui n'a pas dépassé les 30 millions de quintaux. On s'attendait donc à une année 2023 meilleure, mais malheureusement cette année aussi, donc la production prévisible n'a pas... Bon, ça a été confirmé par M. le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Donc nous sommes à 55 millions de quintaux. Mais cette production ne suffit, hélas, pas donc, à assurer l'approvisionnement du pays en différentes céréales. Et on est loin, comme vous l'avez précisé, des 103 millions que nous avons enregistrés durant la campagne 2020-2021. Donc les 2 campagnes réunies ne dépassent pas les 85 millions, ce qui met le pays donc, dans une situation de dépendance des blés à l'importation, que ce soit le blé tendre, le blé dur, l'orge ou le maïs. Donc il n'y a pas que la consommation humaine, il y a également la consommation animale. Et la consommation des céréales au Maroc, elle dépasse par capita plus de 350 kg par habitant et par an. Quant à la consommation directe, elle est autour de 180 kg par habitant et par an. Donc, c'est vous dire que nous sommes dans une perspective d'importation pour assurer l'approvisionnement du pays en différentes céréales. Donc aujourd'hui, les stocks sont suffisants pour d'ici les 3 prochains mois? Bon, oui, écoute, effectivement. Et aussi, d'ici septembre, normalement, on devrait importer 25 millions de quintaux, c'est ce qui est prévu. Effectivement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, écoutez, bon, les stocks, ils sont ce qu'ils sont, et les importateurs, qui sont donc 80% des utilisateurs, des transformateurs, donc assurent, bon gré mal gré, donc la continuité de leur activité en important massivement. Nos importateurs, contrairement à ce qui se passe au niveau des pays de l'Afrique du Nord, ce sont les opérateurs privés qui font le marché. Bon, il y a l'ONICL qui organise le marché, mais ce sont les opérateurs privés donc, qui vont vers ces marchés et qui diversifient leurs points d'approvisionnement, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Amérique du Nord. Absolument. Et du coup, donc, ces opérateurs assurent donc, un stock satisfaisant pour permettre à leurs unités
de travailler, de fonctionner régulièrement. Donc ce chiffre quand même de 25 millions de quintaux, est-ce que c'est réalisable d'ici les 3 prochains mois? Donc 25, moi d'abord je voudrais rendre hommage au gouvernement marocain qui a pris cette décision effectivement d'accorder des primes de restitution pour couvrir, si vous voulez, le gap entre le coût d'achat et le coût de cession à la minoterie qui est fixé à 270. Pourquoi 270? C'est pour éviter à ce que les prix des farines, le prix du pain flambent. Donc je crois que c'est le seul produit aujourd'hui au Maroc qui n'a pas connu d'inflation. Et ça, c'est à l'avantage du gouvernement et à l'avantage de l'État. Et les sommes étaient des sommes faramineuses. Donc on a dépassé les 10 milliards de dirhams rien qu'en 2022. Et en 2022, donc, les cours avaient flambé d'une manière incroyable pour atteindre des niveaux jamais atteints. Donc, on était plus de 500, je pense. 500 dirhams le quintal pour le blé tendre et 750 dirhams le quintal pour le blé dur. Donc, si ce n'était l'intervention de l'État, les prix du pain auraient quadruplé ou quintuplé. Mais comment se calcule justement le montant de cette prime? Bon, cette prime, vous savez que nous avons plusieurs origines, plusieurs qualités, et on prend donc une moyenne au niveau international, donc l'origine française, l'origine allemande, l'origine argentine, l'origine russe, l'origine ukrainienne, et c'est un panier. Et c'est à travers ce panier qu'on essaie de définir donc un montant de la restitution qui est calculé le mois d'avant pour le mois d'après. Donc, à chaque jour, donc, on relève les prix au niveau des marchés internationaux. Et à la fin du mois, donc, nous avons une moyenne qui nous détermine et qui définit le montant de la restitution à accorder tous les mois aux importateurs. Donc c'est une prime qui s'aligne sur les prix. Pour le mois de juillet, c'est-à-dire les importations du mois de juillet, la prime a été calculée, donc il monte à 22 dirhams. Donc, pour le mois d'août, c'est la prime de juillet qui déterminerait donc le montant de la restitution et ainsi de suite. C'est toujours M-1. Et est-ce que le montant de cette prime, c'est suffisant pour la stabilisation des prix? Eh bien oui, comme j'ai dit, c'est le gap, c'est la différence entre le coût de revient. Bon, on a constaté effectivement ces derniers jours qu'il y a une flambée des prix à cause effectivement ce qui se passe un peu en Russie et ce qui se passe, donc toutes ces menaces d'interdire donc l'accès des navires céréaliers au port d'Odessa, qui est le principal port d'exportation des céréales en provenance d'Ukraine. Justement, comme vous le disiez dans une déclaration à la presse, et je vous cite, qu'il soit reconduit ou suspendu, l'accord de céréales en mer Noire n'aura aucun impact sur l'approvisionnement marocain, donc pas d'inquiétude à avoir. Non, de ce côté-là, pas d'inquiétude, parce que ces deux origines donc, ne sont pas à l'ordre du jour de nos importations. D'ailleurs, nous avons suspendu les importations de Russie et d'Ukraine depuis le mois de février 2021. Nous nous sommes redirigés vers les marchés européens, en l'occurrence français, polonais, allemands, roumains, et éventuellement les marchés américains, Brésil, Argentine. Pour le blé tendre et pour le blé dur, c'est exclusivement en provenance du Canada que nous importons nos besoins qui s'estiment entre 900 000 à 1 million de tonnes par an. Mais justement, avec les risques actuels, la fin de l'accord céréalier ukrainien, les pays qui autrefois ou qui actuellement s'approvisionnaient en Ukraine et en Russie vont se tourner vers les mêmes partenaires que ceux que nous avons aujourd'hui. Exactement, c'est ce que nous craignons. C'est là le risque. Effectivement, il y a ce risque, comme je l'ai dit. Donc tous ces pays, s'ils ne trouvent pas donc, de blé au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine, ils vont se diriger obligatoirement donc, vers les marchés où nous nous approvisionnons. Et ça provoquerait donc une hausse des prix au niveau de ces marchés. Nous l'avons déjà constaté. Et depuis le début du mois, le coût était à 274 dirhams le quintal. Aujourd'hui, valeur aujourd'hui, nous sommes à 311 dirhams le quintal. Ça veut dire en un mois. Même pas, en 15 jours. C'est-à-dire qu'on est en tendance haussière. Et bon, la disponibilité y est parce que la France, quand même, s'attend à une très bonne production de blé. L'Argentine également s'attend à une très bonne production. Donc le problème de disponibilité ne se poserait pas, mais c'est le problème de prix qui va se poser. Donc on n'est pas dans les niveaux que nous avons connus en 2022, c'est très très en deçà.
Donc même le montant de la restitution est très bas par rapport à ce que l'État a payé pour 2022, qui était à plus de 10 milliards de dirhams. Ben justement, ces primes vont continuer à s'aligner sur les prix internationaux qui sont pratiqués au niveau mondial. Comme je l'ai dit auparavant, donc moi je salue la décision du gouvernement d'avoir pris la décision d'accorder cette restitution et de continuer à la verser jusqu'au 30 septembre pour permettre aux opérateurs d'importer 25 millions de quintaux de blé tendre. Bon. Mais après, pour combien de temps cette prime, justement? Combien de temps peut-elle encore être maintenue? Pour le moment, on a un deadline, c'est le 30 septembre. Est-ce que la logistique permettrait d'importer toutes ces quantités d'ici fin septembre? Je ne le crois pas. Franchement, moi, je ne le crois pas parce que dès nous sommes au mois de juillet, et puis il ne nous reste que 2 mois. Est-ce qu'en 2 mois, nos ports, notre logistique, tout ça permettrait, et les moyens financiers aussi. N'oublions pas que les opérateurs attendent le versement de plus de 3 milliards de dirhams provenant des restitutions antérieures pour leur permettre aussi de disposer de lignes de crédit et faire face effectivement à cette envolée des prix et assurer, si vous voulez, l'approvisionnement du pays, parce que 25 millions de quintaux, c'est tout de même plus de 6 mois de consommation, ce qui est extraordinaire. Donc, moi, je lancerai un appel à ce qu'effectivement cette restitution puisse continuer jusqu'à fin décembre pour permettre donc à tous ces opérateurs d'étaler, si vous voulez, leurs importations et d'alléger, si vous voulez, la logistique, que ce soit au niveau du port, que ce soit au niveau des transports. Justement, quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place aujourd'hui pour faciliter pour faciliter l'infrastructure, justement? Bon, l'infrastructure est là. Donc, nous avons le port de Casablanca, le port de Jaffa, le port d'Agadir, le port de Nador. Mais le gros des transactions se fait au niveau du port de Casablanca et de Jaffa. J'ai oublié de citer également le port de Safi. Mais est-ce que, parce que vous savez que quand tout le monde s'amène avec 14-15 bateaux pour les traiter, pour les liquider, ça prend du temps. Donc il y a des attentes au niveau du port, ce qui génère des suristaries. Et ces suristaries sont payées en devises. Donc on met les importateurs quand même dans une situation un peu délicate. Bon, la décision des 25 millions est louable, elle encourage les importateurs donc à aller vers les marchés, c'est ce qu'ils font actuellement. Donc ça met le pays à l'abri de toute surprise et ça, nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision. Et puis parlons maintenant des comportements des citoyens. Bon, écoutez, le citoyen ne se rend pas compte effectivement de cet effort qui est fait par l'État. Vous savez, quand je vous dis rien qu'en blé tendre, donc je parle de la restitution, je ne parle pas de la compensation qui est versée chaque année pour une quantité de farine destinée aux populations en situation de précarité. C'est ce qu'on appelle la farine nationale de blé tendre et dont le montant est de 1,3 milliard de dirhams par an. Des chiffres énormes. Énormes. Aujourd'hui, nous avons même les produits libres, c'est-à-dire tout ce qui est farine de luxe, tout ce qui sont produits. Vous savez, on a 14 types de farine qu'on produit à partir du blé tendre. Donc la farine nationale n'en est qu'un seul. Donc les 13 autres produits, l'État les subventionne indirectement en accordant cette restitution. Et 10 milliards de dirhams, c'est énorme, que ce soit pour le Trésor, que ce soit pour les caisses de l'État. Et il faudrait que les citoyens en prennent conscience. Et là, moi, je lancerai un appel. Moi, je ne demande pas aux citoyens de réduire leur consommation en pain, en farine. Moi, je demande à ce qu'on réduise le gaspillage. Nous gaspillons beaucoup de pain. Vous n'avez qu'à voir qu'est-ce qui se passe au niveau des boulangeries. Chaque jour, il y a des sacs et des sacs, des centaines, des tonnes et des tonnes de pain invendu et qui est jeté dans les poubelles ou vendu dans les marchés pour l'alimentation animale. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des pas parce que la baguette coûte 20 dirhams qu'on va acheter 10 alors qu'on va consommer 5. Donc il faudrait que les citoyens soient sensibles à cet effort que l'État fait. Donc il faut qu'on corrige un peu notre manière de consommer. Moi je ne dis pas qu'aux Marocains tu consommes 10 kilos, consomme aujourd'hui 5. Non, consomme tes 10 kilos, mais ne gaspille pas 5 kilos de plus. Voilà, absolument. Madame. Le message moi, que je voudrais transmettre et qui me fait sincèrement, en tant que président de la Fédération nationale, ça fait très mal au cœur de voir tant de pain
gaspiller, c'est un gâchis. Ben Pour oui, un c'est pas pays parce qu'il qui y a est des importateur. subventions qu'il faut gaspiller. Ah non, c'est pas parce qu'il y a les subventions, c'est pas effort parce qui est que je fait, vais dans qui est la déployé. boulangerie ou dans les boulangeries artisanales ou les boulangeries, on vend le pain un dirham, qu'on achète 10 pains et qu'on jette la moitié le lendemain. Ça, c'est insensé. Très bien, ben, j'espère que le message est bien Ben, passé. je l'espère moi aussi. Donc, et parlons maintenant au niveau un peu plus global, déjà du continent africain. Quel impact la fin de cet accord va avoir sur le continent? Bon, cet impact aura un impact très négatif, que ce soit sur tout le reste du monde. On a déjà vu ça en 2022. Ben oui, vous savez, au moment de la Covid aussi, donc ce sont les pays qui ne sont pas producteurs mais importateurs qui ont souffert le plus. À ce moment-là, est-ce que le Maroc a un rôle à jouer? Bon, écoutez, le Maroc, donc les relations, grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a développé ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Et le Maroc est devenu aujourd'hui un partenaire privilégié pour tous ces pays. Donc, vous n'avez qu'à voir les donations donc en engrais que Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a donné le coup d'envoi au niveau du Sénégal et du Gabon. Et tout ça, c'est pour permettre à ces pays africains de produire plus et de produire mieux et d'assurer, si vous voulez, leur propre production et leurs propres besoins. Il y a justement 6 engrais qui avaient été annoncés l'année dernière, donc qui ont été créés, qui sont plus résistantes à la sécheresse, produits par le Maroc, bien évidemment. Donc c'est quand même tout un potentiel aujourd'hui pour le Maroc, ben oui, vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi de l'Europe, peut-être. Bien sûr, le Maroc aujourd'hui, c'est 70% des phosphates proviennent du Maroc, donc c'est l'or blanc. Hein. Moi, je crois que l'avenir, c'est de nourrir les bouches. Vous savez que la population de la terre donc, ne cesse d'augmenter, les terrains ils sont ce qu'ils sont, donc les exploitations on ne peut pas étendre. Aujourd'hui, il va falloir améliorer la productivité, produire plus pour nourrir plus. Et les engrais, les fertilisants sont les semences sélectionnées qui résistent à la sécheresse, à haute valeur ballongère. Donc aujourd'hui, c'est la recherche agronomique, c'est le développement de nos cultures qui va permettre donc à assurer une productivité et une production moyenne, au moins pour sécuriser ne serait-ce que 70 à 80 millions de quintaux annuellement, en ayant recours donc à des régions aux conditions édapho-climatiques qui correspondent donc aux besoins et qui permettent donc de cultiver les céréales dans des conditions optimales, que ce soit de pluviométrie ou que ce soit de superficie. On parlait tout à l'heure de comportement citoyen, mais il y a aussi, et de gaspillage, mais aussi le fait de nourrir les animaux qui rentrent en compte. Et là, est-ce qu'on pourrait penser à des alternatives? Bon, écoutez, quand je parlais tout à l'heure de consommation des céréales, j'ai dit que le Marocain consomme 350 à 400 kg par an. Le Marocain seul ou... Le Marocain. Quand je dis le Marocain, c'est la consommation directe et indirecte. C'est-à-dire quand je parle de viande blanche, de viande rouge, de produits laitiers, ça c'est la transformation de ces céréales. Vous savez que 2 kg d'orge, par exemple, donnent 1 kg de viande blanche, 7 kg d'aliments, de céréales donnent 7 kg, donnent 1 kg de viande rouge. Et c'est cette viande qui est transformée en céréales que le citoyen consomme également. Donc nos habitudes de consommation ont évolué énormément depuis les années 80 à aujourd'hui. Et dans les pays développés, je prends le cas de la Suède ou de la Norvège, chaque citoyen consomme plus de 600 kg par habitant et par an de céréales. C'est une consommation indirecte. Alors que le pain, il consomme très peu. Mais tout ce qui est transformé, il consomme beaucoup plus que ce que nous consommons, nous, ici au Maroc. Un chiffre qui est quand même important. Impressionnant. Très bien. Ben, écoutez, on arrive déjà au terme de cet entretien. Merci à vous, Monsieur Abdelkader Al-Alaoui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale de la minoterie. Exactement. Je vous laisse tout de même l'occasion de lancer un dernier appel. Le message que vous voulez vraiment transmettre aux téléspectateurs aujourd'hui pour les sensibiliser. Je dirais que, alhamdoulilah, notre pays est doté quand même d'une infrastructure de transformation et d'importation
qui est très moderne. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir que nos importateurs, que nos transformateurs ont diversifié leurs activités en investissant beaucoup dans ce secteur et que le Maroc, alhamdoulilah, dispose aujourd'hui d'une capacité de production qui dépasse 2 fois les besoins de la consommation. Moi, le dernier appel que je dirais, c'est effectivement qu'on fasse attention donc, à ce que nous consommons. Et, alhamdoulilah, les produits que nous importons sont contrôlés, sont sains. Et les minoteries, donc, sont toutes certifiées, disposent de leur certificat de sécurité alimentaire, de salubrité. Nous sommes un pays à l'avant-garde de toute la technologie. Et nous nous réjouissons. Nous avons un centre de formation donc de techniciens, centre de formation de boulangers, pâtissiers. Nous avons des laboratoires agréés par l'ONSA. Nous avons des centres de recherche et développement en pâté couscous. Donc, nous, alhamdoulilah, nous partageons ces connaissances avec les pays africains et avec d'autres pays. Et ça me fait plaisir au niveau national qu'on dispose effectivement de tout cet outillage. Absolument, merci à vous. C'est moi, Madame. Donc, c'est la fin de cet entretien. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci pour votre fidélité.